Bonjour, je m'appelle Alain-Philippe Abels et je suis l'infirmière spécialisée en implantation transplantaire de valvules aortiques, ou ITVA, de l'Institut de cardiologie à l'Université d'Ottawa. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance éducative de préparation à votre ITVA et de planification de votre congé. Vous pourrez regarder cette vidéo en continu ou faire des pauses et regarder ou revoir chaque section séparément. En tant qu'infirmière spécialisée en ITVA, mon rôle consiste à aider à coordonner et à gérer votre requête et les soins liés à votre intervention. Cette séance vise à fournir davantage de renseignements et de ressources aux patients qui ont été acceptés pour une ITVA. Veuillez utiliser le guide à intention des patients sur l'ITVA qu'on vous a fait parvenir par la poste. Il vous servira de ressource tout au long de cette vidéo. Vous pouvez également vous procurer ce guide dans notre site web à ottawaheart.ca. Il contient toute l'information que nous allons vous présenter de façon plus détaillée. Il s'agit d'une excellente référence durant tout le processus d'ITVA. Vous y trouverez des pages pour prendre des notes et nous vous conseillons de l'apporter à tous vos rendez-vous. Différents professionnels de la santé s'adresseront à vous aujourd'hui. Un diététiste, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un conseiller en réadaptation professionnelle, une infirmière de pratique avancée en cardiologie et une infirmière de pratique avancée en diabète. Notre objectif est de vous fournir les renseignements nécessaires pour vous aider à vous préparer à votre intervention et à commencer à planifier votre congé après votre ITVA. Nous espérons que cela vous rassurera et répondra à certaines questions que les patients se posent souvent avant une ITVA. À ce stade-ci, vous avez sûrement déjà rencontré un des médecins de l'équipe d'ITVA et on vous a expliqué le déroulement de l'intervention. Chez près de 90% de nos patients, la valvule est implantée par voie transfémorale, c'est-à-dire en passant par une artère au niveau de la laine. Cette vidéo montre le cheminement du cathéter et la mise en place de la valvule. Ici, tu peux voir qu'on avance la cathéter vers la vieille valvule. On prend notre temps parce qu'on veut être vraiment précise. Tu peux voir ici que la vieille valve ne fonctionne pas très bien. Puis, on va mettre le nouveau valvule au-dessus de la vieille valve. Comme ça. Et maintenant, tout fonctionne bien. Ici, vous pouvez voir une valvule aortique normale et vous pouvez voir la valvule aortique sténosée. Nous utilisons principalement deux types de valvules, la valvule Edwards-Sapien et la valvule Evolut de Medtronic. Ce sont les médecins de l'équipe ITVA qui choisissent la valvule à utiliser selon les caractéristiques anatomiques de chaque patient. Si votre médecin vous a indiqué qu'il utilisera une autre voie d'implantation, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour en discuter. Les risques et les complications possibles sont expliqués en détail dans le guide sur l'ITVA. Votre médecin les passera en revue avec vous durant votre consultation, puis de nouveau lorsque vous signerez le formulaire de consentement.
En attendant votre intervention, vous ferez l'objet d'une surveillance proche de la part de l'équipe ITFA. Le temps d'attente avant votre ITFA dépendra de votre état de santé. Le temps d'attente est variable et nous en discutera avec vous lorsque vous recevrez l'appel confirmant que vous avez été accepté. La date prévue de votre intervention vous sera communiquée quelques semaines à l'avance, mais ne vous sera confirmée que dans la semaine précédant votre intervention. Malheureusement, il arrive qu'une intervention soit annulée afin de traiter des patients prioritaires à cause de leur état de santé ou d'autres situations d'urgence. Nous comprenons que le rapport d'une intervention est difficile pour les patients et leurs familles. Dans un tel cas, nous vous en informerons immédiatement. Nous fixerons une nouvelle date pour votre ITFA. La période d'attente peut être stressante. Il est normal de s'inquiéter ou d'avoir des préoccupations. Si vous avez des questions sur l'intervention ou sur le temps d'attente, communiquez avec moi pendant les heures d'ouverture. Il est préférable d'obtenir rapidement des réponses à vos questions plus tôt que d'attendre le matin même de votre ITFA. Dans cette période d'attente, surveillez bien vos symptômes. À mesure que votre sténose aortique évolue, vos symptômes comme la fatigue ou l'essoufflement peuvent s'aggraver et vous pouvez avoir des difficultés à accomplir vos activités quotidiennes. Si vous constatez une aggravation de vos symptômes, consultez votre médecin de famille et avisez-moi également. Il se pourrait alors qu'on vous évalue plus fréquemment et que vos médicaments soient ajustés. Composez le 911 ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche si vous êtes toujours essoufflé, même au repos. Vous avez de nouveaux étourdissements ou vous vous êtes évanoui. Vous commencez à ressentir une douleur à la poitrine ou un inconfort qui est inhabituel ou que rien ne soulage. La prise de nitroglycérine par inhalation est souvent contre-indiquée pour les patients avec sténose aortique qui n'ont pas de maladie coronarienne. Parlez-vous avec votre médecin. Les autres intervenants vont maintenant s'adresser à vous. Mes coordonnées se trouvent au début du guide d'information sur l'ITFA. Elles apparaîtront également à la fin de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Joanne McNeil et je suis la diététiste aux soins intensifs à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, j'ai bien hâte de vous parler de la nutrition pour votre implantation transcathétaire de valvule aortique. Ce qui est plus important quand on parle de la nutrition avant une chirurgie, c'est de ne pas commencer une diète. Nous ne voulons pas que vous perdiez beaucoup de poids trop vite. Nous voulons que vous soyez bien nourris et que vous ayez des bonnes réserves de protéines. Ceci vous aidera à guérir plus rapidement après votre procédure. Si vous perdez du poids sans effort ou que votre appétit est faible, informez votre médecin ou votre infirmier et ils vont décider si vous avez besoin d'une référence à une diététiste. Voici quelques conseils pour une saine alimentation avant votre procédure. Mangez à des heures régulières. Vous pouvez manger assez pour être bien nourri et avoir de bonnes réserves de protéines pour votre procédure. Essayez de déjeuner dans les 1 à 2 heures suivant votre réveil et à chaque 4 à 6 heures durant la journée. N'attendez pas trop longtemps entre les repas. C'est plus difficile de faire des choix sains quand vous êtes affamé. Il y a des gens qui préfèrent manger au chaque 2 heures ou au chaque 7 heures, mais ce qui est important, c'est de manger régulièrement pour s'assurer de manger assez. Un point important pour manger régulièrement est de prévoir des collations saines. Si vous êtes quelques-uns qui n'ont pas l'habitude de manger des collations, ce n'est pas nécessaire de commencer, mais bien des gens trouvent qu'une collation entre les repas les aide à se sentir pleins. Cela pourra vous assurer de manger assez. Il se pourrait qu'après votre procédure, votre appétit soit faible ou que vous ayez moins la force de manger. Il est alors plus difficile de préparer ou de manger des gros repas.
Avoir des collations prévues, ça peut être utile. Des exemples de collations sont des craquelins au blé entier, accompagnés de beurre d'arachide ou de hummus, un fruit et quelques noix non salées ou du fromage, un œuf à la coque ou encore des bleuets congelés et du yogourt nature. Pensez à des choix faciles à préparer et faciles à manger. Quand vous préparez vos repas et collations, intégrez une source de protéines à chaque repas ou collation. Ceci est important avant votre procédure puisque les protéines vous aideront à vous garder en forme et vous aideront aussi à guérir plus vite après votre congé de l'hôpital. Des exemples de protéines sont de la viande, du poulet, du poisson, des noix, des graines, du tofu et des œufs. Ayez des mets faciles à préparer à portée de la main. Non seulement faciles à préparer, mais aussi faciles à manger. Ça n'a pas besoin d'être un repas compliqué. Ça peut juste être quelque chose de facile comme un sandwich ou du poisson, du riz brun et des légumes congelés. Il faut se rappeler qu'avant et après votre procédure, vous seriez peut-être un peu fatigué. Vous voulez avoir des repas ou collations qui sont faciles à préparer. Des collations comme du yogourt ou des puddings sont très faciles. Des programmes de livraison de repas sont aussi disponibles à Ottawa. Et vous pouvez trouver les renseignements de ces programmes sur notre site web ou vous pouvez demander à votre infirmier. Si possible, votre famille ou vos amis pourront préparer des repas pour vous ou vous pourriez préparer des soupes ou des ragoûts en avance et les congeler. Vous devrez aussi penser à faire les épiceries avant votre procédure ou de demander à votre famille ou des amis de vous aider. Le sel. Le sel est un minéral constitué de sodium et de chlorure. On en trouve dans certains aliments et sous la forme de sel de table ou sel de mer. La majeure partie du sodium que nous consommons est camouflée dans la nourriture. Même les aliments qui n'ont pas un goût particulièrement salé peuvent contenir beaucoup de sodium. Voici quelques conseils pour réduire la quantité de sodium de votre régime. N'ajoutez pas de sel en cuisinant ou à la table. Apprenez à lire les étiquettes des aliments. Choisissez plus d'aliments faibles en sodium. L'apport en sel recommandé est de 2000 mg de sodium par jour. Une cuillère à thé a 2300 mg de sodium, alors ça ne prend pas de temps à obtenir les 2000 mg de sodium. Les 2/3 du sel consommé au Canada sont camouflés dans les aliments transformés. Voici quelques conseils pour réduire la quantité de sodium de votre régime. N'ajoutez pas de sel en cuisinant ou à la table. Apprenez à lire les étiquettes des aliments et choisissez plus d'aliments faibles en sodium. Si vous avez moins d'appétit ou d'énergie ou vous achetez des repas instantanés, préemballés ou en sac ou en boîte, regardez la quantité de sodium par portion et choisissez des aliments qui contiennent moins de 200 mg de sodium par portion ou 8 % de la valeur quotidienne. Pour les repas congelés, pour tout le repas, gardez le taux de sodium moins de 30 %. Alors, pour un résumé de la présentation, ce n'est pas le temps de commencer une diète. Essayez de bien manger avant votre procédure. Mangez régulièrement. Ajoutez une source de protéines à chaque repas. Et pensez à qu'est-ce que vous aimeriez manger après votre congé de l'hôpital. Merci beaucoup et je vous présente la physiothérapeute Regan. Bonjour, je m'appelle Regan Kiefer et je suis physiothérapeute à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Je suis ici pour vous parler du rôle de la physiothérapie et pour vous expliquer à quoi vous attendre avant et après votre ITVA. Voici un petit aperçu des sujets dont nous allons discuter.
Je vais commencer par vous dire ce que vous pouvez faire en attendant votre ITVA. Nous appelons cette période la phase pré-intervention, c'est-à-dire la phase qui vient avant votre ITVA. Je vais aussi vous parler de la phase post-intervention, celle qui vient après votre ITVA, et je vais vous expliquer à quoi vous attendre durant votre convalescence. Il est important que vous demeuriez aussi actif que possible au cours des semaines précédant votre intervention, dans des limites raisonnables, bien sûr. Plus votre mobilité sera bonne avant votre intervention, plus votre convalescence devrait être rapide et facile après votre ITVA. N'oubliez pas que les exercices n'ont pas besoin d'être intenses pour être bénéfiques. Il n'est pas nécessaire non plus de disposer de toutes sortes d'équipements sophistiqués comme les dames sur la photo. L'important, c'est de ne pas déclencher vos symptômes cardiaques. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre, mais peuvent comprendre une douleur à la poitrine ou angine, un essoufflement, de la fatigue, des étourdissements ou des nausées. Alors, il faut vraiment écouter votre corps. Qu'on soit atteint ou non d'une maladie du cœur, la marche est l'un des meilleurs exercices cardiovasculaires. Nous vous recommandons donc d'essayer de marcher un peu à tous les jours en attendant votre ITVA. Pas besoin de forcer, faites ce que vous pouvez en vous assurant de ne pas déclencher vos symptômes. L'objectif est de conserver votre mobilité et non d'améliorer vos performances. Cela viendra plus tard. Si vous ressentez toujours des symptômes quand vous marchez, si vous ne savez pas bien reconnaître vos symptômes, ou si vous n'avez jamais ressenti des symptômes, envisagez les exercices sur chaise. Vous pouvez mimer la marche avec vos pieds ou battre des jambes en restant assis ou simplement activer vos chevilles en les bougeant de haut en bas. Comme la position assise demande moins d'efforts, ces exercices seront bénéfiques sans trop solliciter votre cœur. Si une marche de plus de 5 minutes vous semble beaucoup, vous pouvez envisager un programme de marche par intervalle qui consiste à alterner des courtes périodes de marche et de repos. Faites ce que vous pouvez. Par exemple, commencez par marcher pendant 2 minutes, puis reposez-vous ensuite pendant 1 ou 2 minutes. Alternez ainsi entre la marche et le repos aussi longtemps que vos capacités vous le permettent. Vous pouvez modifier le nombre de minutes en fonction de votre tolérance. N'oubliez pas, les exercices ne doivent pas déclencher vos symptômes cardiaques. Vous devez vous arrêter si vous ressentez l'un des symptômes mentionnés ici ou en cas d'inconfort, quel qu'il soit. Si vos symptômes ne disparaissent pas après quelques minutes de repos, appelez immédiatement les services médicaux d'urgence en composant le 911. N'hésitez pas à vous présenter au service des urgences, surtout en temps de la pandémie. Le fait d'attendre avant de consulter un médecin peut aggraver vos problèmes de cœur. Si vous remarquez un changement dans vos symptômes ou si vous éprouvez des symptômes qui disparaissent au repos, communiquez directement avec l'infirmier ou l'infirmière spécialiste des ITVA. Si vous avez des problèmes de mobilité, nous vous soumettrons à une brève évaluation en physiothérapie à l'unité de préadmission ou lorsque vous vous présenterez à l'hôpital avant votre intervention. Cela aidera notre équipe à planifier votre hospitalisation et à s'assurer que vous disposez de tout l'équipement nécessaire pour vous déplacer en toute sécurité. Cette évaluation se déroulera au besoin lors de votre visite prévue à l'unité de préadmission. Vous n'avez rien à faire pour l'obtenir. Une autre façon de vous préparer à votre ITVA consiste à faire des exercices de respiration profonde. Vous en trouverez une
une description à la page 24 de votre guide sur l'ITVA. En voici une démonstration. Assoyez-vous le dos bien droit, tout en restant détendu. Placez une main sur votre ventre pour sentir le mouvement de votre respiration. Inspirez lentement et profondément par le nez, comme pour sentir une fleur. Vous sentirez votre ventre se gonfler un peu. Expirez lentement par la bouche, mais pincez les lèvres, comme pour souffler les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Répétez l'exercice de 3 à 5 fois par jour. Mais n'oubliez pas de faire une pause entre les respirations pour ne pas vous étourdir. À l'hôpital, on vous demandera d'utiliser cette technique souvent après votre intervention et aussi de tousser fort pour dégager vos poumons. Cet exercice de respiration est aussi une excellente technique à utiliser pour apaiser l'anxiété ou la nervosité. Elle vous occupe l'esprit et vous aide à retrouver votre calme. Alors, passons maintenant à la phase post-intervention. Votre médecin recommande de ne pas pousser, tirer ou soulever quoi que ce soit de plus de 10 livres pendant une semaine après votre retour à la maison. Cette précaution vise à éviter de créer une pression sur le point d'insertion au niveau de l'aine et de faire forcer votre nouvelle valvule. Vous devrez faire preuve de prudence lors de vos activités quotidiennes, surtout avec des petits-enfants ou des animaux de compagnie. Normalement, vous retrouverez votre mobilité graduellement après votre ITVA en bougeant un peu plus à chaque jour. Si votre équipe soignante remarque que vous avez du mal à vous lever ou à vous déplacer, un physiothérapeute vous rencontrera et vous donnera des exercices et des renseignements précis pour vous aider à retrouver votre niveau d'activité habituel. Toutefois, la plupart d'entre vous quitteront l'hôpital sans avoir eu besoin de services de physiothérapie et suivront simplement les exercices décrits à la page 24 du guide sur l'ITVA. Faites ces exercices une fois par jour, tant que vous ne ressentez pas de douleur ou d'inconfort. Si un exercice déclenche ou aggrave une douleur, cessez de le faire. Nous vous recommandons aussi de suivre un programme de marche à domicile pour vous aider à rebâtir votre endurance après votre ITVA. Planifiez marcher tous les jours. Faites-vous accompagner pour les premières semaines. Rapidement, vous vous sentirez suffisamment à l'aise pour marcher seul. Si votre physiothérapeute vous a recommandé un programme de marche en particulier, suivez ces directives après votre retour à la maison. Sinon, commencez par marcher lentement pendant de courtes périodes tolérables. Peut-être, vous pouvez commencer avec 5 minutes de marche. Faites ce que vous pouvez. La vitesse et la distance ne sont pas très importantes. Augmentez graduellement la durée de vos marches si vous vous sentez bien. Rappelez-vous que tout le monde vit des bons et mauvais jours. Votre objectif est d'arriver à marcher de 20 à 30 minutes chaque jour. Mais n'oubliez pas que le processus de convalescence varie d'une personne à l'autre. Il est important d'écouter votre corps. Si vous préférez, vous pouvez choisir l'entraînement par intervalle, comme mentionné plus tôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à vos exercices ou votre programme de marche à domicile. Vous pouvez rejoindre un physiothérapeute en communiquant avec l'infirmier ou l'infirmière spécialiste des ITVA. Et enfin, envisagez de suivre un programme de réadaptation cardiaque près de chez vous. Une équipe multidisciplinaire peut vous aider à atteindre une santé cardiaque optimale en considérant tous vos facteurs de risque cardiovasculaire. On retrouve ces programmes dans toute la région et la province, y compris des programmes sur place, dans des centres, par téléphone ou sous forme virtuelle. Si vous êtes admissible, vous recevrez une invitation par la poste et nous vous contacterons par téléphone une fois que vous serez de retour à la maison. Mais n'hésitez surtout pas à nous téléphoner pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.
Merci pour votre attention et bon rétablissement. Bonjour, je m'appelle Linda Varaz-Brûlé. Je suis une ergothérapeute et une conseillère en réadaptation professionnelle ici à l'Institut de cardiologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de gestion de stress et considération au jour le jour après votre ITVA. C'est important de savoir que le stress est très normal et spécialement quand on est dans une situation d'incertitude, c'est normal d'avoir le stress et ça va être normal pour toute la famille et pour vous aussi, spécialement si on a quelque chose nouveau ça se peut qu'on va passer. Et même de jour à jour, on a souvent des situations qui nous donnent le stress. Le plus important, c'est d'avoir des façons de gérer le stress parce que le stress est quelque chose qui peut nuire notre santé si on est toujours en train d'avoir l'expérience de le stress. Alors, d'une partie de votre santé physique, mentale, santé cardiaque, c'est très important d'avoir des niveaux de gérer le stress. On vous offre ici à l'Institut de cardiologie 10 conseils pour gérer le stress. Je ne vais pas tout, vous avez la chance de le lire, mais je vais dire qu'il y a des choses que c'est très important à faire. On peut voir numéro 2, prenez une série de grandes respirations. La raison que ça, c'est très important, c'est parce que quand on a le stress, on a l'habitude de respirer vite et aussi des petites respirations. Et en faisant ça, on devient de plus en plus stressé. Alors, juste en prenant des grandes respirations lentement, ça aide beaucoup avec le stress. C'est très important aussi de soyez conscient de nos pensées. Parce que aussi, des fois, quand on est stressé, on peut devenir plus facilement stressé par d'autres choses. Alors, on peut demander, c'est quoi qui nous stresse? Parce que souvent, ça peut être des petites choses que peut-être on peut dire à nous-mêmes, ça ne vaut pas la peine d'avoir ce stress parce que ce n'est pas bon pour mon santé. Une autre chose qu'on peut faire, on peut détendre nos muscles. Ça aide beaucoup aussi à diminuer notre réaction de stress. Une autre chose que c'est très important à faire, on avait parlé que c'est important de rester actif, de prendre des repas sains qui sont plus santé. C'est aussi important de prendre soin de notre santé mentale. C'est très important pour notre santé de cœur. Alors, une autre chose que je vais vous donner un petit peu quelque chose pour faire tous les jours, c'est prévoyez le temps pour des activités que vous aimez. C'est très important pour votre santé. Et même si on prend 15 à 20 minutes chaque jour, juste pour faire quelque chose qui nous détende, ça peut être quelque chose de simple, comme prenez une petite marche ou bien peinturer, et attendre de musique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui peut diminuer nos réactions de stress. Et je vous invite de regarder ces 10 conseils ici. L'autre chose à penser de votre ETVA, ça se peut que vous aurez besoin de prendre un réseau de soutien. Parce que à ce moment-là, ça se peut, après votre ITVA, ça se peut que vous serez, et c'est presque certain que vous serez plus fatigué, pas la même énergie, vous aurez des restrictions. Alors, si on demande avant d'avoir votre ITVA, ça se peut qu'il y a beaucoup de monde qui vous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Alors, je vais vous donner des idées à lui dire. Ça se peut que vous aurez besoin d'avoir de l'aide avec les préparations des repas. Ça se peut que quelqu'un peut vous aider avec les courses à l'épicerie. Ça se peut que si vous avez des rendez-vous, de demander des gens pour vous aider d'apporter à des rendez-vous.
Et aussi, les tâches ménagères à la maison, c'est une autre chose que ce sera bon s'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider avec ces tâches-là. Parce que, encore, vous n'aurez pas la même énergie que d'habitude. Et même juste avoir quelqu'un de venir juste pour donner le support social, des visites pour atténuer votre sentiment d'isolement, ça c'est très important aussi pour notre santé mentale et aussi pour notre récupération. Si vous trouvez que peut-être vous n'aurez pas assez un réseau de soutien, on peut aussi considérer d'envisager aller dans une maison de convalescence. Un autre nom pour ça peut être une maison de retraite. Eux autres, souvent, ils ont des chambres où ils réservent ça juste pour les gens qui ont on a un petit peu ont besoin de l'aide juste pour un petit bout de temps, comme si après votre ETVA, si vous avez besoin d'un petit peu plus de l'aide. Les choses à considérer, ce sera des choses comme l'emplacement de la résidence. Ce sera une bonne idée de trouver un résident près de chez vous. C'est quoi le coût aussi? Il y a des résidences qui sont très, très chères. Il y a des autres les prix sont moins que les autres. On peut demander aussi les niveaux de soins médicaux appropriés pour vous. Et si vous avez un animal de compagnie, souvent, spécialement s'ils sont petits, sont le bienvenu. C'est peut-être bon de demander avant, est-ce qu'il y a des disponibilités pour des emplacements? Et aussi bien, si vous avez des demandes particulièrement pour la nourriture, vous pouvez demander aussi en avance s'il peut vous accommoder. Une autre chose qu'on peut faire aussi, et ça, c'est toutes les choses qui peuvent diminuer notre stress. Peut-être on a des préoccupations ou des choses financières, comme est-ce que ça se peut que peut-être si vous travaillez, peut-être vous ne travaillez pas pour un petit moment. Est-ce qu'il y a des assurances que peut-être vous pouvez regarder si vous avez des assurances d'avoir de temps quand vous ne travaillez pas, ou bien même juste assurance pour payer peut-être pour des médicaments que vous aurez besoin de prendre après votre ITVA. On voulait vous dire aussi qu'il y a un programme avec le gouvernement d'Ontario qui s'appelle Trillium et ce programme ici peut vous aider aussi si vous avez les difficultés à payer vos médicaments. Ce sera aussi d'évaluer votre besoin en matière de soutien social et avant votre ITVA, c'est un meilleur moment peut-être de communiquer à votre banque pour discuter s'il y a des autres options, comme si vous avez des affaires à faire à la banque, c'est peut-être mieux de le faire avant parce que vous n'aurez pas la même énergie comme on vient de dire. Et ça aussi, ça va nous aider à gérer le stress parce qu'on peut se occuper de toutes ces choses-là avant le ITVA. Au fin, c'est très, très important de prendre soin de vous-même. Et juste réfléchissez en regardant, il faut regarder à toutes les choses de plein, comme physique, spirituel, émotionnel et psychologique. C'est toutes les choses, si on prend soin de nous autres, on peut toucher à toutes ces choses-là et souviens comme j'ai dit avant, de au moins chaque jour, prendre quelque chose à faire quelque chose que vous aimez, qui vous donne de paix, quelque chose d'amusant. Et ça serait très, très bon pour votre stress et aussi pour le stress de le reste de la famille. Merci beaucoup. Au cours de 15 prochaines minutes, je vais vous parler de la planification de votre congé et des éléments que vous devrez surveiller après votre retour à la maison. Pour commencer, voici les sujets que nous reverrons en détail. Les signes et les symptômes à surveiller, le suivi quotidien de votre poids, les médicaments,
le déplacement et la conduite automobile, la prévention des complications liées aux soins dentaires, la prévention d'autres infections et le suivi. Je vais commencer par l'outil ITFA pour le suivi quotidien de votre poids. Si vous ne l'avez pas encore reçu, on vous le remettra dans votre hospitalisation. De un côté, vous trouverez un calendrier pour noter votre poids tous les jours après votre ITFA. L'outil à code de couleur se trouve de l'autre côté. Lorsque vous rentrez chez vous, il sera important de vous peser chaque matin pendant au moins un mois. Vous le faites peut-être déjà dans le cadre de vos soins. Il est important de vous peser et de suivre l'évaluation de votre poids selon les directives qui figurent au bas du calendrier. Selon ces consignes, vous devez vous peser le matin après avoir vidé votre vessie, mais avant de boire ou de manger. Assurez-vous de porter des vêtements du poids comparable chaque jour pour souci de cohérence. Inscrivez ensuite votre poids dans la grande boîte. La petite boîte vous servira pour inscrire la date. Une fois que vous vous serez pesé, vérifiez les zones vertes, jaunes et rouges. Si vous avez un point dans la zone jaune, vous devez appeler la coordinatrice de ITFA ou de soins infirmières. Le numéro de téléphone se trouve sur l'écran. Maintenant, nous allons revoir ces différentes zones en détail. La zone verte est la zone sécuritaire. Tout se passe bien. Vous n'avez pas pris de poids, vous n'avez pas de nouvelles enflures, pas d'essoufflement, pas de douleur dans la poitrine et vous reprenez vos activités normales. Vos pains d'insertion sont secs et ne présentez pas d'écoulement ni d'enflure. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Dans la zone jaune, vous avez pris 2 livres en un jour ou 5 livres en une semaine. Cela pourrait être d'une rétention de liquide. Vous devez nous appeler parce que cela correspond à une accumulation rapide de liquide qui pourrait être inquiétante. Si votre toux ou vos essoufflements s'aggravent lors d'une activité régulière, vous devez nous prévenir. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous ressentez un essoufflement ou que vous devez utiliser plus d'oreilleurs que d'habitude, vous devez nous prévenir parce qu'il pourrait y avoir une accumulation de liquide dans vos poumons. En cas de ballonnement ou d'augmentation de l'enflure aux mains ou aux pieds, vous devez nous prévenir. Les 2 points suivants portent les changements au point d'insertion, le plus souvent à l'aine. Si vous remarquez que la rougeur ou la température de la peau s'accentue dans cette région, ou si vous remarquez une nouvelle bosse ou un écoulement anormal, vous devez en être informé. Nous devons en être informés. Vous devez nous faire part de tout autre signe inhabituel ou anormal. Si vous présentez des signes figurant dans la zone rouge, composez le 911 ou présentez-vous au service des urgences le plus proche. Le chapitre sur le retour à la maison du guide sur l'ITFA est une excellente ressource. Vous devrez avoir reçu ce guide par la poste, mais il est aussi accessible en ligne. Nous vous conseillons de revoir ce chapitre avec un membre de votre famille avant votre ITFA. Vous y trouverez une foule de renseignements utiles ainsi que des détails sur les signes à surveiller dans la zone jaune et leur justification. Votre médecin vous remettra aussi une ordonnance lors de votre congé. Elle comprendra vos nouveaux médicaments, ce que vous devez continuer à prendre et ce que vous devez cesser de prendre. Avant de rentrer chez vous, assurez-vous que vous ou un membre de votre famille passez à la pharmacie pour faire exécuter votre nouvelle ordonnance. Nous avons également ajouté des conseils qui vous seront utiles pour gérer vos médicaments. Votre pharmacien local pourrait vous fournir de nombreux renseignements sur vos médicaments. Par exemple, si vous devez les prendre avec ou sans nourriture, à quelle heure vous devez les prendre,
lesquels peuvent être pris en même temps et lesquels doivent être pris séparément. Votre pharmacien pourrait également vous proposer des systèmes pratiques pour vous aider à vous rappeler comment prendre vos médicaments. Les antiplaquettaires comme l'aspirine et le clopidogrel ou Plavix rendent le sang moins collant, ce qui aide à prévenir la formation de caillots dans votre nouvelle valvule. Il se peut que vous preniez déjà ces médicaments pour d'autres raisons, comme la pose récente d'andropause dans une artère coronaire. Si vous prenez déjà des médicaments de la classe des anticoagulants, votre médecin décidera lesquels vous devez prendre. N'hésitez pas à interroger votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé avant votre départ si vous avez des questions au sujet de vos médicaments. Si vous devez prendre de nouveaux médicaments, vous recevrez aussi de l'information additionnelle de votre pharmacien. Nous vous déconseillons de prévoir des déplacements sur de longues distances au cours des premiers mois suivant votre ITFA. Si vous planifiez un voyage à l'étranger au cours de quelques mois suivant votre retour à la maison, veuillez vérifier auprès de votre médecin que c'est sécuritaire. Nous vous conseillons aussi de vérifier que votre assurance couvre vos soins médicaux. Nous vous demandons également de ne pas conduire au cours des premiers mois suivant votre ITFA. Les restrictions à la conduite automobile sont courantes après certaines interventions médicales. En ce qui concerne les complications liées à des soins dentaires, vous trouverez un résumé dans votre guide sur l'ITFA. Veuillez continuer de vous brosser les dents tous les jours et d'utiliser la soie dentaire. C'est important car cela aide à éviter que des bactéries s'introduisent dans la circulation sanguine et infectent votre nouvelle valvule. C'est aussi la raison pour laquelle la prise d'antibiotiques est requise avant tous les soins dentaires, même un nettoyage simple, une fois que votre nouvelle valvule sera en place. Votre dentiste ou votre médecin de famille pourront vous fournir une ordonnance. Pendant une période de 6 mois suivant l'insertion d'une nouvelle valvule, les soins dentaires sont déconseillés, sauf en cas d'urgence comme la présence d'un abscesse ou un mal de dents. De même, votre peau forme une barrière contre l'infection. Pour protéger votre peau, évitez le tatouage ou le perçage et veuillez à ne pas vous couper. Consultez votre médecin de famille en cas de fièvre ou si une coupure paraît infectée, ou si vous pensez avoir une infection quelconque, comme une infection urinaire. Il se paraît qu'on vous prescrive des antibiotiques. Dans le cadre de la surveillance post-opératoire, nous conseillons tous les patients d'être suivis par le médecin de famille, au besoin par téléphone, pendant les 2 semaines suivant le congé. Vous ou un membre de votre famille devrez prévoir ces consultations. Nous ferons parvenir un rapport détaillé sur votre ITFA à votre médecin de famille. 4 à 6 semaines après votre congé, vous serez aussi l'objet d'un suivi par un des médecins de l'équipe d'ITFA qui a participé à votre intervention. Le bureau du médecin de votre équipe d'ITFA communiquera avec vous pour vous fixer ce rendez-vous. Si vous n'avez pas reçu d'appel au bout de quelques semaines, n'hésitez pas à téléphoner au bureau pour connaître la date de ce rendez-vous de suivi. Notre système automatisé communiquera avec vous selon votre mode de communication préféré. Avant votre intervention, vous avez reçu un appel téléphonique et répondu à des questions sur votre qualité de vie. L'appel suivant visera à vous poser des questions sur vos symptômes. Il aurait lieu 2 jours après votre congé. Selon vos réponses, une infirmière pourrait vous rappeler. Par la suite, vous recevrez un appel au bout de 10 jours, puis 1 mois, 6 mois et 1 an après votre congé. N'hésitez jamais à communiquer avec le coordinateur, la coordinatrice de ITFA ou de soins infirmiers pour toute question ou préoccupation. Merci de votre temps. Bonjour, mon nom est Louise Léger-Caldwell, infirmière au programme de réadaptation cardiaque et membre de l'équipe de diabète à l'Institut de cardiologie d'Ottawa.
Le rôle de l'équipe est d'assister les patients à améliorer la gestion de leur glycémie, soit en attendant leur procédure, durant leur séjour à l'Institut ou encore après leur congé. Et pour ceux qui n'ont pas le diabète ou le prédiabète, je vous invite tout de même à écouter le reste de la présentation, car il y a de l'information que vous pourriez trouver pertinente au sujet du contrôle de la glycémie. Mesure de la glycémie. Pourquoi est-ce si important? C'est important parce qu'en fait, le sucre peut affecter plusieurs organes du corps humain à plusieurs niveaux, soit au niveau ce qu'on appelle microvasculaire, qui sont les yeux, les reins, le circuit nerveux, ou encore au niveau macrovasculaire, qui est le cœur et le cerveau. Et souvent, les gens pensent parce que le sucre goûte bon qu'il est inoffensif, ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on sait qu'en fait, un taux de sucre sanguin élevé peut causer des dommages à long terme. Alors, cette diapositive contient beaucoup d'informations. La raison pour laquelle je veux vous montrer ce schéma, c'est vraiment de vous parler de la notion de résistance à l'insuline. Comme vous le savez, le pancréas sécrète l'hormone insuline et son principal rôle est d'apporter le glucose à nos cellules et à nos tissus. Le glucose étant en fait le carburant naturel de notre corps. Durant des périodes de grand stress et même avec le vieillissement, la résistance à l'insuline peut augmenter. Aussi, l'effet d'une alimentation riche en sucre gras, combiné avec un gain de poids, contribue au phénomène de la résistance à l'insuline. Avec tous ces facteurs, le taux de sucre peut augmenter dans les vaisseaux sanguins et particulièrement affecter ceux du cœur. Il arrive souvent qu'avant même que le diagnostic de diabète soit posé, qu'il y ait déjà des troubles de régulation. Et pour une raison que l'on ignore encore, l'insuline n'est plus capable d'apporter correctement le glucose aux cellules et muscles de notre corps. Lorsqu'il y a un débalancement et que le taux de sucre sanguin est trop élevé, cela produit une cascade de problèmes. Entre autres, cela entraîne une rétention accrue des lipoprotéines qui, eux, vont causer une inflammation à l'intérieur des artères et cela facilite aussi le dépôt de cellules adipeuses sur les parois des vaisseaux, ce qui rétrécit le débit sanguin. Enfin, cela peut causer une rupture de plaques et obstruer les artères. C'est en fait une des causes principales des blocages au niveau des artères coronariennes. Ici, j'aimerais vous parler du prédiabète et aussi des critères de diagnostic à l'Institut. Donc, tous les patients admis à notre Institut passent un test de sang appelé hémoglobine glyquée ou encore mieux connu sous l'abréviation A1C. Ce test sert à dépister le prédiabète ou le diabète, ou encore pour évaluer le contrôle chez les patients diabétiques. En fait, les gens qui sont diabétiques, souvent, on veut aller chercher une valeur moins de 7%. Comment on détermine ce test? Eh bien, ce test consiste à mesurer le taux de sucre rattaché aux globules rouges. Il faut noter que ce test n'est pas valable pour les gens souffrant d'anémie. Le taux d'hémoglobine doit être de référence normale pour que le test soit valide. Les globules rouges vivent environ 120 jours. Donc, si votre taux de sucre est élevé, les molécules de sucre vont enrober le dessus des globules rouges. Un peu comme du sucre en poudre sur un beigne. Donc, le but est d'avoir moins de molécules de sucre ancrées sur vos globules rouges. Si votre résultat de A1C se situe entre 6 et 6,4 %, ceci vous confère un statut de prédiabétique. Et comme on le sait, ce dernier est un précurseur du diabète. Cependant, nous savons qu'en apportant des changements à votre style de vie, soit en améliorant votre alimentation,
en augmentant votre activité physique et avec une perte de poids d'environ 5 à 10 %, cette trajectoire peut être stoppée. Alors, c'est vraiment là la bonne nouvelle. Et ceci est particulièrement important de porter attention à vos habitudes de vie avant votre procédure. Voici le tableau des valeurs cibles pour les personnes vivant avec le diabète et pour les non-diabétiques. Nous utilisons deux mesures, soit l'hémoglobine glyquée et deuxièmement, le taux de glycémie obtenu par votre glucomètre. Alors donc, pour les patients déjà diagnostiqués avec le diabète, la cible de l'hémoglobine glyquée est de moins de 7 % au moment de votre procédure. Et lorsque vous vérifiez votre taux de glycémie avec votre glucomètre à la maison, il devrait être entre 4 et 7 millimoles avant un repas. Et ceci est encore très important lorsque vous êtes à la maison en attente de votre procédure. Et si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, parlez-en à votre équipe de diabète dans la communauté. Et si vous n'avez pas d'endocrinologue, oh mon Dieu, c'est un gros mot ça. Alors, si vous n'avez pas, autrement dit, un spécialiste en diabète, s'il vous plaît, communiquez avec le coordinateur de soins pour le ITVA et un membre de notre équipe pourra vous rencontrer avant votre procédure. Et enfin, la dernière rangée que vous voyez représente les valeurs pour une personne non diabétique. Donc, les personnes qui sont prédiabétiques, soit entre le 6 et le 6,4 %, devraient aspirer à atteindre ces valeurs. Cette diapositive représente la complexité du diabète avec les maladies cardiovasculaires. Je ne vais pas énumérer toutes les maladies et complications reliées au diabète. Vous pouvez les lire, elles sont devant vous. Mais sachez qu'une grande proportion de nos patients en sont affectés. En termes de statistiques, ici à l'Institut de cardiologie, environ 60 à 70 % de nos patients admis à l'Institut sont soit prédiabétiques ou diabétiques. 15 % d'entre eux sont diagnostiqués avec le diabète au moment de leur admission et un autre 15 % seront diagnostiqués avec le prédiabète. Alors, ici, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle la régulation de la glycémie. Il va falloir que je me tourne la langue deux fois. Je répète, régulation de la glycémie. C'était un peu plus facile. Alors, ce que je voudrais mentionner ici, c'est que premièrement, c'est un procédé et un processus relativement complexe. Il y a plusieurs organes qui entrent en jeu pour contrôler le taux de glycémie. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un signe positif pour indiquer où le sucre est dirigé et utilisé, tandis que le signe négatif indique où le sucre est absorbé et excrété. La raison pour vous montrer ce schéma est de vous parler des différentes options de traitement disponibles en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs thérapies. Alors, ici, encore une autre diapositive qui a beaucoup d'informations, mais c'est vraiment de vous parler des différentes classes de médicaments qui visent les organes cibles que vous avez vus un petit peu plus tôt sur la diapositive précédente. Et ces médicaments vont cibler différents organismes dans votre corps pour diminuer le taux de sucre dans le sang. Alors donc, il n'est donc pas étonnant alors de voir plusieurs types de médicaments prescrits pour contrôler votre taux de glycémie. Et j'aimerais aussi ajouter un commentaire sur la possibilité d'utiliser de l'insuline lors de votre séjour à l'hôpital. Nous savons qu'en grande période de stress, le taux de glycémie augmente et nous devons parfois avoir recours à l'insuline pour maintenir votre taux de glycémie stable durant votre séjour avec nous. Cependant, lorsque la normalité revient à la maison, l'insuline peut être diminuée ou même cessée. Et ici, j'aimerais attirer l'attention sur une nouvelle catégorie de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs du SGLT2. Cette classe de médicaments a été associée à des réductions de la maladie cardiovasculaire et
aide aussi à diminuer l'insuffisance cardiaque. Ce médicament fonctionne sur les reins et le sucre est excrété dans vos urines. Malheureusement, pour l'instant, ce groupe de médicaments n'est pas encore disponible ici à notre institut. Cependant, si vous n'avez pas d'endocrinologue, vous aurez un suivi avec notre clinique de diabète après votre congé et le médecin spécialiste pourra déterminer si ce médicament est approprié pour votre condition. Un pancréas qui est à plat, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que le message le plus important ici à passer, c'est que vraiment, ce n'est pas de votre faute. Mais on sait qu'avec le temps, le pancréas peut avoir parfois de la difficulté à fournir l'insuline nécessaire pour bien contrôler le taux de glycémie. Donc, si vous êtes dans l'impossibilité de prendre vos médicaments oraux comme à l'habitude, nous devons souvent avoir recours à de l'insuline durant votre séjour à l'Institut. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. Parfois, de l'insuline doit être administrée même chez les personnes n'ayant pas de diagnostic de diabète. Ceci est souvent relié au stress engendré par la chirurgie. Il est évident que votre traitement sera personnalisé et modifié selon vos besoins. La bonne nouvelle est que pour la majorité des gens, certains médicaments peuvent être diminués ou même cessés lors du retour à la maison. Alors, j'aimerais donc terminer cette présentation en mentionnant les diverses ressources disponibles dans la région. Il y a un programme portant sur le prédiabète offert par l'équipe universitaire de santé familiale de l'hôpital d'Ottawa. Et aussi dans la grande communauté, dans la grande région d'Ottawa et le réseau Champlain, il y a aussi ce qu'on appelle Diabète Central Ottawa au numéro suivant, soit le 613-238-3722. Ils offrent des sessions individuelles ou de groupe portant sur le prédiabète et le prédiabète. Et beaucoup de ces ressources aussi existent sur le site web et vous pouvez regarder le site de Diabète Canada qui est diabète.ca. Si vous avez des inquiétudes au sujet de la gestion de votre diabète, n'hésitez pas à communiquer avec le coordinateur du programme de l'ITVA. Il sera en mesure de communiquer avec un membre de notre équipe pour que nous puissions vous rencontrer avant votre procédure ou encore durant. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente et rapide convalescence. Merci. Voici qui conclut cette séance éducative sur l'ITVA. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec moi durant les heures d'ouverture. Si vous avez des inquiétudes en dehors de ces heures, composez le 613-696-7000, faites le 0 et demandez à parler à la coordinatrice de soins infirmières. Si on vous l'a conseillé ou si vous avez des préoccupations concernant votre bien-être, n'hésitez pas à composer le 911 ou à vous présenter au service des urgences. Merci.